Politiquement, Jean-Paul Belmondo, vous êtes engagé? Ben, je vais vous dire, moi j'ai des idées précises, c'est-à-dire que politiquement, si je fais de la politique, je la fais en privé, mais je m'en sers pas de mon métier. Moi je suis très contre les acteurs qui font de la politique, qui disent des choses définitives sur ci ou ça. Même qui les chantent. Même qui les chantent, parce que moi je joue pour tous les publics, je joue pour les communistes, les royalistes, tout ce qu'on veut. C'est mon métier et ce que j'ai à faire dans la vie, je le fais moi, mais je m'en sers pas dans mon métier. Je vais pas influencer les gens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu sur un personnage très connu en France qui nous a quittés il y a maintenant de ça 2 semaines. Et j'aimerais vous en parler un petit peu car c'est quand même le symbole de toute une époque dans le cinéma français, mais aussi le symbole de toute une génération de réalisateurs et de comédiens. Et j'en ai aussi un peu plein le cul de voir nos droitards de service vendre ce personnage comme l'incarnation du virilisme pur, du gros bonhomme. Il est temps de leur faire une petite leçon de cinéma et de montrer que ce personnage n'est pas arrangé dans cette case, et que le monde entier et la France entière ont parfaitement le droit de rendre hommage à cette personne, même si ce sont des gauchistes. Et oui. Bref, c'est parti, on va un petit peu parler de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo est né en 1933 à Neuilly-sur-Seine. Sa famille à cette époque vit dans la bourgeoisie et leur vie est plutôt aisée. Son père est un sculpteur de renom et sa mère est une artiste peintre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents auront plus de soucis financiers, ce qui va amener Belmondo à se rapprocher d'une France et d'un peuple très loin de la bourgeoisie qu'il a vécu pendant son enfance. Alors qu'il est envoyé dans les meilleures écoles parisiennes, il est un élève très indiscipliné et accorde plus d'attention au sport, au vélo et aux filles qu'aux cours. C'est un garçon très sauvage dans sa manière de penser et n'aime pas recevoir des ordres. Son expérience dans l'armée sera d'ailleurs pour lui un très mauvais souvenir. Et il trouvera cette envie de bouger dans le sport et la boxe qu'il va pratiquer plusieurs années. C'est pendant cette période d'ailleurs qu'il va s'intéresser au théâtre. Il joue dans plusieurs petites pièces avant d'être repéré par Marcel Carné, un grand réalisateur français de l'époque, qui lui propose un rôle dans son prochain film. Et Jean-Paul Belmondo ressortira d'ailleurs un petit peu frustré de cette façon de faire dans le cinéma. C'est-à-dire avec des dialogues très pointus, avec des cadres très soignés, où il ne faut pas dire un mot de plus, où il faut savoir rester sur sa marque très précisément. D'ailleurs, cette façon de faire, c'était ce qu'on appelle le réalisme poétique. C'est un mouvement cinématographique français qui est apparu dans les années 30. Et il donnait beaucoup d'importance au dialogue et aux cadres très soignés. On aura l'occasion de revenir dans une prochaine vidéo sur tous ces mouvements cinématographiques. Mais voici quelques extraits de films pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait un peu le réalisme poétique. C'est vrai? T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. Et donc cette façon de faire ne plaît pas trop à Belmondo, c'est pourquoi il sera plus tenté de jouer dans À bout de souffle en 1960, réalisé par Jean-Luc Godard, qui lui suggère d'improviser plus et de jouer son personnage comme il le souhaite. Godard est un des réalisateurs les plus prolifiques de sa génération et fait partie, avec Claude Chabrol ou encore François Truffaut, des réalisateurs ayant lancé le mouvement de la Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique français qui a pour but de casser les codes de l'époque pour offrir un cinéma plus subversif, improvisé, avec souvent des acteurs non professionnels, bref, l'antithèse du réalisme poétique. À bout de souffle rencontre un succès critique et commercial et projette Belmondo en star du cinéma français. Durant les années 60, il tournera dans plus d'une trentaine de films avec des réalisateurs prolifiques souvent très différents, et c'est là que le personnage va commencer à nous intéresser. Belmondo est réputé comme étant un acteur à multifacettes car il va enchaîner les rôles qui n'auront pas forcément de lien les uns avec les autres. Et à l'époque, c'était très difficile de sortir du confort de jeu que donnait un réalisateur. On peut prendre l'exemple d'Alain Delon, qui est un grand acteur du cinéma français, mais qui est très souvent de rester dans des rôles un peu similaires, assez identiques. Comme d'ailleurs Lino Ventura qui, à partir d'un certain âge, est resté vraiment dans le même type de personnage et de rôle. Ça restait un grand acteur, mais il faisait pas grand chose d'autre. Et Jean-Paul Belmondo, il avait d'autres envies, ça ne l'intéressait pas de jouer le même type de personnage. Après avoir joué le genou rebelle et fougueux dans À bout de souffle, Belmondo va alors tourner avec plusieurs grands réalisateurs de l'époque, à commencer par Henri Verneuil, à qui l'on doit Un singe en hiver, 100 $ au soleil ou encore Week-end à Zuidcote. Dans ces 3 films, Belmondo campe 3 personnages très différents. Un homme avec une joie de vivre malgré ses difficultés, un truand et un sergent de l'armée décimé et amoureux. Et par l'écriture et la proposition de l'acteur, Belmondo saura distinguer ses personnages et les interpréter de manière différente, avec une façon de bosser qui perturbera d'ailleurs pas mal de ses acolytes en tournage, par le simple fait qu'il passe son temps à rigoler et à détendre l'atmosphère, même quand il y a un rôle dramatique et dur à jouer. Alors Belmondo, il va jouer avec Verneuil un sacré paquet de fois, mais à partir des années 70, il va finir par s'enterrer justement dans ce personnage de cascadeur,
sans personnalité profonde. Car oui, d'ailleurs, Belmondo est réputé aussi pour faire ses propres cascades. Le plus impressionnant pour moi d'ailleurs, ça reste Peur sur la ville, où il manque de tomber des toits des Galeries Lafayette, mais où il fait aussi une course-poursuite sur les toits du métro parisien, où il descend tout simplement d'un hélicoptère à une hauteur assez relative. Mais comme il le dira lui-même, pour le public, j'étais devenu un cascadeur et je ne savais plus jouer la comédie. Et puis c'est avec cette frustration et cette souffrance qu'il va finir par arrêter de faire ce genre de personnage à la fin des années 80. Et aussi parce qu'il avait des petits problèmes de dos. Mais pendant les années 60-70, il va aussi camper des rôles très drôles et très absurdes, où il se moque pas mal de lui-même et de son image, à l'instar de Le Magnifique, qui est réalisé par Philippe de Broca, dont Jean Dujardin s'inspirera d'ailleurs beaucoup pour faire le personnage d'OSS 117. Dans ce film, il joue deux rôles, l'agent ridicule à souhait extrêmement cliché qui fait justement penser à Hubert Bonisseur de la Batte, mais aussi l'écrivain raté, pauvre mais touchant dans sa nullité et son humanisme. Dans L'Homme de Rio, pareil, il joue un aventurier digne d'un Tintin, donc courageux mais drôle et parfois complètement à côté de la plaque. Belmondo n'a jamais vraiment voulu de cette image d'homme sexy comme pouvait avoir son rival au box-office Alain Delon. Enfin, rival, je dis ce mot parce que c'est le mot qu'aimaient beaucoup dire les journalistes, mais en réalité ils étaient vraiment très proches. Mais il a toujours voulu jouer, c'est ça qu'il aimait réellement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il aime aussi faire ses propres cascades, il voulait toujours se donner à fond. Comme je vous le disais donc, à partir des années 80, Belmondo continue de tourner dans des films de Verneuil qui fonctionnent moins bien car trop clichés, trop premier degré, et toujours le même type de personnage. Pour se calmer, il joue dans le film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté, où il interprétera un ancien gars du cirque reconverti en chef d'entreprise, un nouveau type de personnage pour lui, plus écrit, avec une vraie composition, qui lui vaudra d'ailleurs le César du meilleur acteur pour sa performance. Belmondo n'est pas présent à la cérémonie et ne va pas chercher sa récompense, une manière de rappeler que, comme au début de sa carrière lors du concours d'entrée à la Comédie Française, le public est le seul jury qui puisse lui accorder des distinctions. Et après ce film, il continuera de jouer dans d'autres productions où il fera d'autres rôles de composition jusqu'à son AVC en 2001 qui va pas mal l'handicaper, car ça lui vaudra une rééducation très longue et donc une absence totale sur les plateaux de tournage. Voilà, je vous ai fait donc une petite biographie de Jean-Paul Belmondo pour que vous puissiez voir quelle personne c'était et quelle personnalité il avait. On est vraiment quand même très loin du cliché du gros bonhomme, on est plus proche d'un acteur qui aimait les rôles de composition et qui se fie au public pour savoir s'il avait réellement du talent et pas à l'image que lui donnaient les médias. Et les plus gros échecs commerciaux ont très souvent été justement des films un peu trop premier degré, un peu trop caricaturaux, que semble aimer d'ailleurs notre ami Papacito, qu'il qualifie d'ailleurs de cinéma populaire. Le cinéma populaire, c'est plus ce qu'il a fait avant, je trouve. C'était ce que les gens aimaient aller voir au cinéma, et ça pouvait être des élites ou des prolos, c'était simplement ceux qui aimaient voir Belmondo au ciné, il n'y avait pas de hiérarchie de classe. Et Belmondo accordait d'ailleurs énormément d'importance au public, il aimait les gens. Mais Belmondo, c'est aussi le symbole, malheureusement, de la fin d'une époque, c'est celle des acteurs dans le monde du cinéma. Gérard Lanvin, par exemple, avait déjà parlé de lui en évoquant l'amitié profonde qu'il y avait entre eux, entre grands acteurs et figurants, et de l'entraide qu'il y avait entre tout le monde. Et comme je vous le disais, Alain Delon, malgré la concurrence qu'ils avaient un petit peu avec le box-office, ils étaient de très bons amis et ils s'entraidaient aussi. C'était plus un petit jeu qui alimentait les médias et qui faisait rire nos deux comédiens. Et malheureusement, aujourd'hui, le monde surproductif de plein de productions audiovisuelles et cinématographiques, il a un peu enlevé ce système. Il y a une concurrence maladive, il y a un égoïsme sur son image complètement démesurée, et ça commence d'ailleurs très tôt, souvent dans les écoles de comédiens, j'en ai été spectateur quand j'étais en études, c'est assez catastrophique. Tout le monde a envie d'être le nouveau DiCaprio ou le nouveau Belmondo, et à ça, en fait, je ne peux que vous laisser la réponse de Belmondo à ce sujet. Non, mais il n'y aura pas un nouveau Belmondo ou un nouveau nom, parce que je trouve ça toujours dommage de dire, moi aussi, voilà, par exemple, quand j'ai sorti, on disait c'est un nouveau Gabin. Non, il y a eu un Gabin, il n'y en aura pas deux. Il n'y aura qu'un Belmondo. Oui, mais il y aura un autre derrière qui aura sa personnalité et qui sera fort et qui sera... Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Mais Belmondo, c'était aussi l'audace de dire ouvertement ce qui lui tenait à cœur. Il avait notamment parlé de l'abus des productions américaines qui se mettaient à arriver à Paris, au détriment du cinéma français. Alors ce que je vais dire va juste le paraphraser, donc je vais vous laisser un extrait de ce qu'il raconte. C'est un extrait qui date de 1999 où Jean-Paul Belmondo poussait un coup de gueule quand il a appris que son dernier film n'apparaissait que dans 3 salles de cinéma. À l'inverse des grosses productions américaines qui en avaient une vingtaine, voire une trentaine dans Paris et encore plus dans toute la France. Un choix de pur business évidemment qui s'est mis à éteindre petit à petit le cinéma français aujourd'hui, qui est pourtant toujours très riche mais qui fait pas le figure face aux géants de l'industrie américaine. Et il répond donc ceci. Et pour vous mettre dans le contexte, il va parler de Jérôme Sédou, qui est le patron de Gaumont, qui a notamment participé à ce business juteux, qui a bien plié les genoux face aux Américains quand ils ont proposé leur film, aussi bidon soit-il, pour toujours se faire du blé. Et il avait notamment dit que le dernier film de Belmondo qui sortait au ciné relevait plus d'un téléfilm. Donc c'est un film qui au départ est totalement assassiné, alors que c'est un très bon film, et c'est un film, j'insiste,
puisque malgré ce que dit M. Seydoux de la Gaumont, c'est pas un film de télé, c'est un film, un vrai film. Si pour lui il faut qu'il y ait des explosions, des cars qui explosent pour que ça soit un film, non. Ça c'est un vrai film avec un texte de Sacha Guitry. Guitry appartient au patrimoine français, il y a des dialogues extraordinaires, il y a une distribution hors pair, il y a Jean-Yann, Fanny Ardant, Béatrice Dalle, Claude Rich, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Et c'est un très bon film. Alors là, je m'incline, moi, vous savez, je suis comme tout le monde, j'ai manqué des films. Bon, s'il ne marche pas, vous m'avez jamais entendu crier, jamais rien dire. J'accepte le verdict du public. Mais si vous ne donnez pas la chance à un film d'entrer, que vous le massacrez, que vous le sortez comme ça en vitesse dans 6 salles, là, je vous fais ma gueule. Voilà. Et par contre, aussi sur le cinéma américain, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous sortez Casino, Hit, Seven, bon, c'est une chose. Mais pour avoir ça, ces exploitants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils se prennent 15 nanars américains derrière, hein. Alors on nous en sort des nanars et des nanars américains, parce que moi j'attaque pas le cinéma américain, j'aime beaucoup le cinéma américain. Le cinéma américain, il est comme tous les cinémas, il a aussi des très mauvais films. Alors nous, ils nous les renvoient. Et regardez ce qu'ils prennent, eux, les Américains, comme films français. Ils prennent que dalle. Ils prennent, nous sortent dans des petites salles, et patati. Et nous, ces gens-là sont à genoux devant, leur font la porte, travaillent avec eux. Pour avoir un Spielberg, on est prêt à n'importe quoi, à prendre 10-15 films. Alors après, total, il n'y a plus de salle pour certains films français. J'ai, je pense, rapporté beaucoup de sous au cinéma français, j'ai rapporté beaucoup de sous à ses exploitants, j'en ai gagné aussi beaucoup, je sais le reconnaître, et je trouve que le cinéma français a besoin de vivre, a besoin aussi de vedettes. Et si, quand des vedettes sortent des films, vous les assassinez d'entrée, un jour, vous n'aurez plus que des vedettes américaines, et ces gens-là seront bien embêtés les premiers. Bref, Jean-Paul Belmondo était un personnage touchant, tout simplement parce qu'il était resté très humble, modeste et humain dans ses relations. Sa façon de voir le cinéma, de jouer des personnages et d'accorder de l'importance au public était le symbole d'une époque aujourd'hui malheureusement un peu révolue. C'est là que je peux rejoindre ce que disent nos gros droitards. Mais Belmondo, c'était pas juste des gros bras, hein, c'était pas juste du virilisme pur, c'était aussi de la composition, c'était de l'humanisme très touchant dans ses rôles, et c'est ce qui plaisait au public. La France ne cherche pas à enlever ça comme le dit Julien Rochdy, elle sait que c'était quelqu'un d'élégant et de charismatique sans qu'il représente quoi que ce soit de spécifique. Ce personnage pouvait certes incarner la liberté et la bravade, mais aussi la lâcheté, la peur des autres, la peur de l'inconnu. Bref, tout ce qui fait un être humain, même dans ses côtés les plus sombres. Vous êtes la preuve que vous ne comprenez pas le cinéma et que vous ne le connaissiez pas, alors il n'y a pas de mal, mais à l'avenir, s'il vous plaît, taisez-vous. Ces photos de lui torse nu et l'aspect marketing derrière ses films étaient tout ce qui rejette et tout ce qui symbolise aujourd'hui l'égocentrisme des acteurs. Et aujourd'hui, des acteurs élégants et talentueux, il y en a aussi, mais souvent cachés par la surproduction de films, très souvent américains, et par cette époque où chaque personnalité vit dans un cocon médiatique sur les réseaux sociaux, ce qui les rend plus accessibles pour leurs fans, et donc plus à même de les manipuler, d'être dangereux, et de devenir des grands narcissiques, chose qu'il n'y avait pas à l'époque de Belmondo. Alors voilà pour cette petite vidéo sur lui, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir des films à lui. Alors moi je vous conseille Un singe en hiver, Le Magnifique, Week-end à Zuidcote et Peur sur la ville, que j'aime beaucoup, qui sont 4 très bons films. L'As des As aussi est assez marrant, et Itinéraire d'un enfant gâté, bon même si je l'aime un peu moins, il fait un rôle très intéressant et très beau dans ce film. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!